Bonsoir, mesdames, messieurs, bonsoir, merci de nous recevoir, il est 18h. Mesdames, messieurs, bienvenue. Cher Gueye, le secrétaire général de l'IPRES désigné directeur général par intérim de l'institution. Une décision du conseil d'administration loin de faire l'unanimité. Le groupe de veille pour la défense des intérêts des allocations de l'IPRES estime qu'il fallait assainir la boîte avant l'appel à candidature pour le poste de directeur général Barthélémy Ngom. D'abord, la première mesure prise par le conseil d'administration de l'IPRES. Constater la vacance du poste parce que M. Mamoudou Simbeng a été nommé par décret à la SNHLM. Donc, de fait, le poste de directeur général de l'IPRES est vacant. Donc, le conseil a nommé par intérim l'actuel secrétaire général de l'IPRES, qui va donc faire fonction du directeur général. Voici la deuxième mesure. C'est de faire un appel à candidature pour le prochain directeur général de l'IPRES. Lamine Fall de la CNTS, membre du conseil d'administration, semble qualifier ces deux mesures d'un dénouement heureux. Mais le groupe de veille pour la défense des intérêts des allocataires de l'IPRES ne partage pas cette démarche du conseil d'administration. Mamadou Diafal et ses camarades soutiennent qu'il fallait d'abord assainir, redresser la boîte avant l'appel à candidature pour le poste de directeur général. Est-ce qu'on a donné mission à cet intérimaire d'assainir d'abord la maison? C'est une question qu'on se pose. Et nous, en son temps, on avait attiré l'attention de tout un chacun pour leur dire que la maison traverse une situation extrêmement difficile. Par conséquent, il n'y a pas lieu de précipitation. Il faudrait assainir d'abord la maison, voir l'ensemble des problèmes et à partir de ce moment, penser à amener un directeur général au vrai sens du terme. C'est de la précipitation. Les retraités disent donc attendre la nouvelle équipe au tournant. En clair, l'IPRES risque de tenir encore en haleine l'opinion, comme ce fut le cas lors de la nomination d'Amadou Lamine Dieng en conseil des ministres. Mais là, le conseil d'administration vient de tourner la page. En plus bref, le conseil des ministres réunis ce mercredi a examiné et adopté le projet de loi portant loi de finances initiale et le projet de loi de finances rectificative numéro 2. Le chef de l'État qui a présidé le conseil a demandé au gouvernement de veiller au développement de l'éducation numérique et d'accélérer la digitalisation intégrale de l'État civil. Retrouvailles Abdoulaye Wade Macky Sall, l'ancien ministre de la Pêche, par ailleurs maire de Maka-Koulibantang, plaide pour un regroupement d'une grande formation politique à l'image de l'UMP en France. Pour Khoureychi Thiam, Macky Sall doit appeler à ses côtés l'APR, le PDS, le Parti socialiste, l'AFP pour consolider ses réalisations. Khoureychi Thiam au micro de Daouda Diouf. Nous devons aider le président Macky Sall à reconstituer la grande famille libérale. Et il ne peut la reconstituer qu'avec Abdoulaye Wade. Je ne suis pas sectaire. Si nous voulons que le pays avance, le président Macky Sall doit pouvoir y mettre les sociodémocrates, ceux qui sont progressistes. Je prends le cas de l'AFP, je prends le cas de nos amis socialistes. Nous aurons une très grande famille, genre UMP, Union pour la majorité présidentielle. Ça a été fait en France et ça a permis à un président de gouverner sans difficulté. Je pense qu'ici au Sénégal, si le président Macky Sall décide de créer cette UMP très large, il pourrait puiser dans cette UMP des hommes et des femmes qui vont l'aider à développer le pays, qui vont l'aider à réaliser son vœu du PSE. Vous entendrez plus largement Khoureychi Thiam en fin d'édition. Il sera notre invité. Le maire de Bargny rejette les accusations de financement de la construction du port de Bargny-Guédié par la commune. Selon Gaye Abou Ahmed Sek, aucun franc de la mairie n'a été dépensé dans les travaux entièrement financés par Eiffage. Il s'exprimait à l'occasion du forum sur l'employabilité organisé à Bargny. Nous écoutons Gaye Abou Ahmed Sek au micro d'Abdou Diouf Diagne. S'agissant du dossier du pont de Bargny-Guédié, je le dis, il faut que l'on arrête d'entretenir des confusions. À quel dessein? Je ne sais même pas d'ailleurs. Soyons vrais et disons la vérité aux populations. Mais les comptes administratifs de la commune sont là, les appels d'offres mais sont publics. Est-ce que quelqu'un a déjà vu la mairie de Bargny lancer un appel d'offres sur le pont? Jamais. La dation, c'est interdit. La dation, c'est quoi? Quand on donne un bien de la mairie moyennant des travaux, c'est interdit. À notre arrivée en 2014, nous avons trouvé sur place Eiffage qui occupait 8 hectares en bordure d'autoroute. Tout le monde sait.
cette base. Ça a été à l'époque dans le cadre de la construction de l'autoroute en 2006. Eh bien, on s'est rapproché d'eux. Vous êtes chez nous, sur 8 hectares. Accompagnez-nous à régler un certain nombre de problèmes. À force de discussion, nous avons réussi à les amener à nous accompagner à faire ce canal. 1 franc du contribuable bargnois n'a été dépensé. Et moi, je remercie. Et de grâce, arrêtons d'entretenir ce flou. Les lenteurs, on aurait aimé. Je ne dirais pas que nous aide, on négocie, bref, mais c'est pour dire que oui, on est le premier à souhaiter que ça soit bouclé. RFM, la radio de toute l'actualité. À Sokone, le bloc opératoire et la radiologie du centre de santé ne sont toujours pas fonctionnels. Une situation qui révolte la section Sud-Sas. Les syndicalistes ont tenu ce mercredi un sit-in où ils ont aussi fait cas de plusieurs autres dysfonctionnements dans la structure sanitaire. Nous aurons dans nos prochaines éditions le compte-rendu d'Aminata Goudiaby, grande opération de collecte de sang à Touba en prélude au Grand Magal. C'est la mise en œuvre du concept sang pour Safar. La banque de sang de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba veut ainsi parer à toute éventualité. Le chef de service assure qu'il n'y aura aucune rupture à Marema Diop. Afin de faire face aux besoins croissants de poches de sang, surtout en cette période de Magal, la banque de sang de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni a déjà pris les devants. La réserve actuelle est suffisante selon Madame Diaye Mamfatou Diop, chef de ce service, qui écarte toute idée de rupture de stock. Vous n'êtes pas sans savoir que pendant le Magal, il y a beaucoup d'accidents au niveau des routes et aussi il y a beaucoup de femmes en début de grossesse qui font des avortements. Actuellement aussi, on est en période d'hivernage. Les salles d'hospitalisation de la médecine, de la pédiatrie et des urgences sont très bondées. Donc, actuellement, Dieu merci, vous avez vu les frigos, on a minimum un stock de 200 poches et il nous reste 3 collectes à faire. Où j'aurai minimum peut-être 450 poches testées et rangées. Plusieurs opérations de collecte ont été organisées à Touba. La banque de sang de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni s'appuie sur le dynamisme des daïras pour atteindre ses objectifs, avec comme slogan du sang pour le Safar. Oui, c'est ça, c'est les daïras qui ont donné. À Touba maintenant, c'est un slogan, on donne du sang pour le Safar. Donc, on a commencé avec Sokhna Mambousso Mbaké, épouse de Seigne Mbaké Sohnolo, qui a commencé de dire à chaque mois de Safar maintenant, elle va donner du sang avec ses talibés. Il y a les petits-fils de Serigne Touba qui donnent chaque Magal. Maintenant, c'est devenu une tradition à Touba. À quelques jours du Magal de Touba, la banque de sang de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni est prête pour faire face à toute éventualité. Marema Diop, Touba, RFM. À Kédougou, c'est la recrudescence des cas de noyade qui inquiète les populations du Dandé-Mayo et de Togoro dont les habitations bordent le fleuve Gambie. Ce matin, une jeune femme d'une trentaine d'années s'est noyée, ce qui porte à 4 le nombre de cas de noyade à Kédougou. Ibrahima Djebakhate. Les populations de la commune de Kédougou sont en train de payer un lourd tribut de leur cohabitation avec le fleuve Gambie. Après les 3 morts par noyade enregistrés le mois dernier, un autre cas de noyade a été signalé ce matin. Une jeune fille âgée de 32 ans a été emportée par les eaux du fleuve Gambie. Ansoumane Sissoko, un des témoins qui habite à proximité du fleuve, raconte. Je prenais mon café, 2 autres enfants ont sauté par mon mur, me dire que tonton Kempes, il y a quelqu'un qui se noie là. J'ai appelé directement à la police pour les informer que les sapeurs viennent au sauvetage. Ouais, c'est comme ça que j'ai suivi l'affaire. C'est parce que je loge juste à 2 mètres du fleuve. Il y a des cas en pagaille et beaucoup de cas se passent devant moi. La dernière fois, une Nigérienne aussi, c'était comme ça, derrière ma maison. Elle s'est noyée comme ça. Bon, pour la retrouver, c'était difficile, c'était compliqué. Le fleuve était plein. Même dans les 2 jours là, le fleuve montait carrément parce que ça monte jusque dans mon mur. Alertés, les éléments du commissariat urbain et ceux des sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux pour procéder au constat d'usage. Pour l'heure, les recherches se poursuivent toujours sur cette partie du Dandé-Mayo où les cas de noyade commencent déjà à inquiéter les populations dont les habitations sont contiguës au fleuve Gambie. Ibrahima Diabakate, Kédougou, RFM. À Saint-Louis, les populations du quartier de Cité Niakh, fortement touchées par les inondations, ont manifesté cet après-midi avec des brassards rouges. Ils ont dénoncé l'absence de canons d'évacuation des eaux de pluie. Conséquence, le quartier doit faire face à des cas de maladies hivernales et dermatologiques. Les populations en appellent à la diligence des autorités. Mohamed Nabissila. Les populations de Cité Niakh, dont les maisons se trouvent entre la route du terrain de Guelewar et la digue de protection, ont manifesté leur colère pour dénoncer le manque d'assainissement de leur quartier. Awa Seck hôpital bu Saint-Louis waa Cité Niakh fa ëpp
ndax ay saleté. On en a marre. La dernière pluie n'a fait qu'aggraver la situation pour ces populations qui en ont marre. Ça fait des années qu'on revendique la même chose. Nous n'avons pas besoin de route, nous avons besoin seulement de l'assainissement. Vous trouvez ça normal? Hier soir, parents, enfants, jeunes, tout le monde sont sortis pour évacuer l'eau. Ça, c'est pas normal. Chaque année, on revendique la même chose. Vous devez prendre votre responsabilité. On en a marre de ça. Et les jeunes de la localité se sont distingués à côté des femmes pour dénoncer les problèmes d'hygiène et de santé occasionnés par le manque d'assainissement. Ils en appellent à la diligence des autorités. Amadou Dien, tous les enfants sont malades pendant les ménages. Ça fait beaucoup d'années que les enfants sont malades. Ça, c'est pas normal. Il faut que le maire Mansour Faye prenne ses responsabilités. Et le président Macky Sall. Les zones nous portent préjudice. Chaque maison, il y a beaucoup d'eau usée qui sont là-bas. À cela s'ajoutent les moustiques qui ont élu domicile sur les terrains non occupés qui servent aujourd'hui de dépotoir et de niche pour les mouches, moustiques et les rats qui occasionnent beaucoup de dégâts pour les habitants de Cité-Niakh. RFM Saint-Louis. Mohamed Nabissila. À Kaffrine, colère des sourds muets, ils ont arboré des brassards rouges pour fustiger leur mise à l'écart dans la distribution de l'aide de l'État destinée aux personnes vulnérables. L'association qui les regroupe affirme n'avoir bénéficié d'aucun soutien. Oumar Ndiaye. Les membres de l'association des sourds-muets de Kaffrine sont très en colère. Ils ont arboré des brassards roses et disent n'avoir bénéficié d'aucun soutien de l'État destiné aux personnes vulnérables. Issa Gueye dit Yugo porte leur parole traduite par un de ses amis. Nous n'avons presque rien de l'État. Toutefois, nous travaillons. Par exemple, celui-ci est un conducteur de moto Jakarta, l'autre est un tailleur et l'autre est un menuisier métallique. Les cartes d'égalité des chances, il y a peu d'entre nous qui en ont bénéficié. Organisés en association, les sourds-muets pointent du doigt leurs facilitatrices avec les autorités qui se servent d'eux au lieu de les servir. Il n'y a personne parmi nous qui tend la main pour manger. Nous travaillons, mais cette dame Néliceli, qui s'est portée volontaire pour être facilitatrice entre les autorités et l'association, se sert de nous au lieu de nous servir. Nous ne voulons pas qu'on utilise notre nom à d'autres fins, ce qui est derrière le cas des politiciens, puisqu'à chaque élection, on se sert de nous, après, on nous oublie. L'association des sourds-muets de Kaffrine demande à l'État plus de considération et exige que son nom ne soit plus utilisé par des personnes mal intentionnées. Kaffrine, Omar Ndiaye, RFM. Oumar Ndiaye, la dame Néné Sili, mise en cause par les membres de l'association, n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Pour rappel, l'association des sourds-muets de Kaffrine a été créée depuis 2006 de 22h passées de 15 minutes. RFM 94.0, la radio en puissance. RFM Soir. RFM Soir. Les membres de l'administration pénitentiaire veulent davantage se rapprocher des populations. Ils ont à cet effet organisé ce mercredi à l'École nationale d'administration pénitentiaire de Sébikotane une conférence sous le thème « La prison, une institution utile au Sénégal ». Ces agents en ont profité pour inviter les Sénégalais à cesser de dédramatiser ou de dramatiser cette institution. Abdou Diouf Diagne. Est-ce que la prison est une institution utile? La question a fait l'objet d'une conférence à l'École nationale d'administration pénitentiaire de Sébikotane. Fatou Soussar, l'un des conférenciers, répond par l'affirmative. Mais selon la sociologue, cela passe par un traitement égalitaire entre les citoyens. En parlant de justice, on commence d'abord par les lois. Il va falloir qu'on regarde ces lois-là qui proposent des peines. Par exemple, aujourd'hui, un jeune qui est plutôt victime de la drogue va se retrouver en prison, à mon avis, de manière très injuste. Alors que ceux-là, ils sont les véritables bandits, qui sont les véritables trafiquants. Ces gens-là ne se retrouveront pas en prison. C'est ça que j'appelle les problèmes de justice. Inspecteur de l'administration pénitentiaire, Aliou Sis estime que des efforts sont en train d'être faits. Seulement, certaines populations dramatisent. Certains, ils décrivent des conditions qui datent de longtemps. Mais il faut dire que les choses évoluent. Parce qu'il y a quelques années, le prix en charge alimentaire des détenus était moins de 500 francs. Actuellement, aujourd'hui, il a été doublé. Il a passé à 1100. Les conditions se sont beaucoup améliorées. Quand on meurt en prison, c'est parce qu'on est en prison. Ça
ne doit pas être dramatisé. La prison, c'est la société en miniature. Tout ce qui se passe dans la société se passe dans la prison. Cette conférence, organisée par l'amicale des inspecteurs de l'administration pénitentiaire, vise à rapprocher ces derniers des populations qui décrient souvent le fonctionnement de l'institution. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. Et puis en plus bref, avant la page des sports, avec Seydou Nourouba, la compagnie Air Sénégal va bientôt disposer d'un deuxième avion de A330 Neo et attendu dans quelques jours selon le patron d'Airbus Afrique et du Moyen-Orient, Michael Ouari, qui ajoute qu'il appartient aux autorités sénégalaises de fixer la date de livraison. Il a par la même occasion démenti la rumeur selon laquelle le financement pour l'acquisition de ce nouvel appareil n'a pas été bouclé. Vous l'avez suivi dans nos précédentes éditions. Et puis les procédures à suivre après l'incident du vol d'Ethiopian Airlines. Les pilotes vont produire un rapport d'analyse, lequel va conduire à l'ouverture au nom d'une enquête et le cas échéant, il sera conduite par le bureau d'enquête et d'analyse du Sénégal en collaboration avec l'État d'immatriculation de l'appareil et le constructeur. Les explications du directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, Maguey Maramdao, vous les avez suivis dans nos précédentes éditions et également tout de suite la page des sports. RFM Sport. Nous accueillons Seydou Nourouba pour la page des sports. Seydou, bonsoir. Bonsoir, Pambes Diba. En ouverture tournoi de l'UFOA, le Sénégal est en finale. Après avoir battu le Mali sur le score de 3-0, les Poulains de Serine Saloudia affrontent dimanche prochain le Ghana. Tenant du titre, Youssouf Bodian revient sur les moments forts de la rencontre. Sur une passe de son coéquipier en club, Ousseynou Niang. Donc il met cette balle dedans. C'est encore lui, Ibrahima Dramé, encore sur une passe de Ousseynou Niang qui va se présenter face au gardien malien Chersi, obligé cette fois-ci de faire la faute. Penalty transformé par El Hadj Madické Kane. 2-0. Derrière, il y a eu beaucoup de faits de jeu avec ce carton rouge sorti contre un joueur malien, mais également un autre joueur malien qui a été blessé et qui n'a pas pu être remplacé puisque les Maliens ont épuisé leurs 3 changements. Et finalement, beaucoup de tension du côté des Maliens notamment, qui se sont sentis lésés dans ce match, mais derrière, le Sénégal a tenu pendant 90 minutes et finalement a composté son ticket pour cette finale du tournoi de l'UFOA. Et les Lions vont affronter en finale dimanche prochain le Ghana qui a battu en demi-finale la Côte d'Ivoire, on le rappelle. Le Ghana qui détient le trophée, il avait remporté chez eux. Cette équipe du Ghana également que le Sénégal avait affronté en finale, c'était en 2013, la victoire du Ghana 3-1. Donc les Lions vont tenter dimanche de prendre le revanche ici au Stade Lat Dior de Thiès. Youssouf Bodian pour la Radio Futur Média. Merci à vous Youssouf. Et puis pour ce tournoi de l'UFOA, le match de classement Pabes qui oppose samedi prochain la Guinée au Cap-Vert. Kamfori Bangoura, coach de la Guinée, se dit satisfait de la progression du football africain sur le plan tactique et est sûr que le match de classement de la grande finale promet de belles choses. Nous l'écoutons avec Youssouf Bodian. Moi, je pense que oui, on a beaucoup d'enseignements. Et puis, d'abord, dans l'ensemble, le football africain, surtout le football ouest-africain, nous sentons qu'il y a une progression sur le plan tactique. On sent les différents schémas des différents entraîneurs et puis nous recherchons des solutions. Par exemple, le match de ce soir, j'ai vu l'équipe du Libéria qui, au départ, a mis 4 défenseurs, 4 milieux de terrain. Je crois, j'ai joué avec 5 milieux de terrain pour aspirer un peu les latéraux qui ont été à un moment excités. On a eu des espaces, on a profité. Je crois, dans l'ensemble, sur le plan tactique, il y a eu une très grande progression du football africain. Et nous avons appris beaucoup de choses. Je crois que la finale sera encore mieux que les autres matchs. Seydou, après le football, nous parlons de basket féminin avec l'AS Ville de Dakar qui bat à l'aller le Dakar Université Club. 66 et en demi-finale de la Coupe du Sénégal. Donc 66-62, l'AS Ville de Dakar, vous l'avez dit, qui vient à bout de Dakar Université Club. Le coach de l'AS Ville de Dakar qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, même s'il reconnaît
que le match retour ne sera pas facile. Malik Gaye est au micro d'Oumar Mbao. On a joué une mi-temps, la deuxième mi-temps c'est samedi, mais on le prend comme ça et on va se préparer pour essayer d'aller en finale, mais ça va être difficile. Ça va être très dur, mais si on joue avec le même état d'esprit, on a des chances comme le Duc d'aller en finale. Un match de basket, on ne peut pas le contrôler parce qu'il y a trop d'imprévus de situations, mais je pense qu'aujourd'hui les deux équipes ont fait un bon match. En tout cas, félicitations au Duc et félicitations à la Civil Dakar. Aujourd'hui, on est assez inspiré, on était un peu inspiré, on a fait de bons choix. Mais comme j'ai dit encore, c'est une mi-temps, il faudra confirmer samedi. Et ça va être très difficile. Le Duc, c'est une grande équipe qui a un réel potentiel. C'est du 50-50. Voilà, Pabès, c'est cet élément qui m'a fait cette page des sports. C'était à l'instant Seydou Nouroba qui nous a présenté la page des sports. Le tour du web sur RFM. Le tour du web avec Oumar Mbou. Bienvenue, cher Gueye, directeur général par intérim du conseil d'administration de l'Institut de prévoyance retraite du Sénégal. Cela suite à la désignation des membres de la dite institution, information qui barre la une de tous les sites. Budset.com rappelle que le président de la République avait nommé par décret Amadou Lamine Dieng à la tête de l'IPRES, une décision contestée par le conseil d'administration. Métro Dakar fait savoir que son intérim durera le temps de trouver un autre directeur général sur la base d'un appel à candidature. La date limite de remplacement du permis est le 31 décembre 2019, titre qui barre la une de Dakar Actu. N'eût été le chauffeur, on allait assister au pire sur l'accident du bus de l'équipe Isex Sport. Selon la responsable Aïssatou Diop Seydi, le chauffeur a été professionnel et a évité le pire. Deux jeunes hommes de 24 et 26 ans originaires de Louga ont trouvé la mort par noyade à la plage de Teral sur la grande côte sénégalaise, non loin de Potou. Les sapeurs-pompiers ont déposé les corps des victimes à la morgue de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Information à retrouver sur budset.com. Affaire Mbaye Niang, Aliou Cissé, en conférence de presse ce mercredi, déclare qu'il n'y a aucun incident concernant son attaquant. Demi-finale allée de la Coupe du Sénégal de basketball féminin, l'AS Ville de Dakar domine par 4 points d'écart, 66-62, Dakar Université Club. Tour du web, c'est fini. Merci à vous. Merci à vous, Oumar Mbao. Place à Yonotol avec Mamadou Amar Ndionna. Bonsoir et bienvenue. L'hivernage est une période difficile pour l'activité de pêche à Guet-Ndar. Les pêcheurs sont bien conscients de l'importance des prévisions météorologiques. Les alertes sont d'ailleurs diffusées au niveau des quais de pêche, des grands places et aussi des réseaux sociaux. Toutefois, les pertes économiques sont bien réelles pour les pêcheurs, les vendeuses de poissons, les transformatrices et les marailleurs. Mais certains pêcheurs sont récalcitrants. Mohamed Nabissila. Les activités de pêche sont au ralenti en cette fin d'hivernage à Guet-Ndar, où l'annonce des intempéries marquées par des houles et des vents violents perturbe les activités. Mahoussen est un pêcheur de Guet-Ndar. Les vents forts, la houle constituent des éléments d'insécurité pour les pêcheurs que nous sommes et qui gagnent leur vie à travers les activités de pêche. Aujourd'hui, les poissons se font déjà très rares et c'est très compliqué avec ces intempéries. Nous sommes obligés de tenir compte de la météo. C'est surtout ce qui bloque nos activités. Et maintenant, nous sommes obligés de tenir compte de la météo, même si sans activité, nous ne pouvons pas nourrir notre famille. Toutefois, quelques pêcheurs récalcitrants sont avertis à travers des alertes météo diffusées par le comité local de la pêche artisanale. Il y a des récalcitrants, certes, quand il y a des alertes précoces, il y a des pêcheurs qui partent. On pourrait dire que même c'est 1% ou autre. Mais c'est des récalcitrants. De toutes les façons, le CLPA a toujours pris le devant lorsqu'il a ces alertes-là. Bon, il partage ça dans des audios WhatsApp, dans des groupes d'ensemble de grands groupes de pêcheurs comme les CDLC, les Boko Kalat, et la commission des scènes tournantes. Même au niveau des stations, on partage ça pour que les pompiers, les gérants des stations puissent partager avec leurs clients pêcheurs. Et Amadou Ali Diallo, coordonnateur du CLPA, d'expliquer que les activités économiques sont fortement entachées par ces intempéries qui mettent les pêcheurs en difficulté. Les houles et ces vents, ça impacte aussi sur l'économie des acteurs de la pêche. Donc impérativement, nous ne pourrons pas ne pas en prendre compte. Les mauvais temps, les vents
vents forts, les houtres de 2 mètres à 2 mètres 50 ont toujours impacté sur l'activité de la pêche. Et tout ce qui impacte l'activité de la pêche, femmes transformatrices, il y a les mareyeurs, mais y compris l'acteur principal, le pêcheur, il est toujours impacté, parce qu'il ne peut pas partir en mer. A signalé que les houles et les vents violents n'ont fait qu'aggraver la situation économique dans la langue de Barbarie avec ces pêcheurs qui attendent la reprise des activités avec les licences de pêche dans quelques semaines. Après Saint-Louis, Mbour, une autre zone de pêche avec ses acteurs, comment ces pêcheurs gèrent-ils cette période d'hivernage? La réponse avec Abdourahmane Diallo. Ces derniers jours, il y a trop de vent en mer. Le conseil local de pêche artisanale de Mbour estime qu'il donne à temps les alertes météo. Ndiaga Sissé est le coordonnateur départemental. Nous recevons les préavis, ensuite les avis, et nous les disséminons à travers des SMS, aussi un système de drapelet qui a été mis en place par le CLPA pour qu'on puisse toucher le maximum d'acteurs pour qu'ils puissent avoir l'information. Malgré ces informations de la météo ou même la réalité, des pêcheurs continuent à aller en mer et leur seule excuse c'est d'être des soutiens de famille ou de dire qu'ils n'ont que la mer pour survivre. Une situation qui pousse le CLPA de Mbour à prévoir des dispositions. Nous sommes en train d'élaborer une proposition d'arrêté pour l'autorité qui est le préfet et en même temps du président du CLPA pour que les dispositions nécessaires soient prises pour essayer de dissuader un peu les pêcheurs qui ne respectent pas ces alertes-là et même qui sont censés aller en mer quand on dit que la météo annonce des mauvais temps. Mais avant l'effectivité de cette mesure, des pêcheurs continuent à défier les alertes rouges de la météo. Merci à Abdourahmane Diallo, Mohamed Nabissila et Hassan Diouf pour la collaboration technique. À vous qui nous suivez pareillement, Yonoutol, c'est fini. Rendez-vous mercredi prochain. Bonne santé avec Nafissatou Silla. Bienvenue. La chimiothérapie est aujourd'hui entièrement gratuite pour le traitement des cancers gynécologiques. Avant, les femmes qui en souffraient pouvaient payer jusqu'à 2 millions de francs CFA pour la chimiothérapie. Cette politique de gratuité est comme une épine enlevée du pied pour la LISCA. Dr Fatma Guenoun, présidente de la Ligue sénégalaise contre le cancer. Depuis le 1er octobre, la chimiothérapie elle est gratuite et donc on nous a soulagé de cette chimiothérapie qui était plus coûteuse, qui était entre 1 million et 2 millions. C'est celle-ci qui est gratuite pour la femme et réduite de 60% pour les autres types de cancers. Donc, les femmes qui ont un cancer gynécologique pourront bénéficier gratuitement de ce traitement-là. Seulement, la chimiothérapie n'est qu'une partie du traitement contre le cancer. La chirurgie et la radiothérapie en font encore partie et sont payantes. La chirurgie, elle est aux environs de 300 000 dans le public et au-delà de 300 000 dans le privé. La radiothérapie, elle a un prix fixe, que ce soit dans les 2 hôpitaux publics, elle est à 150 000 pour les 24 séances. Donc, en fait, c'est la chimiothérapie qui était plus coûteuse, mais il faut les 3 traitements pour traiter un cancer, que ce soit un cancer du sein ou autre type de cancer. Toujours dans sa lutte contre le cancer, la LISCA supporte le reste du traitement. Voilà, nous accompagnons ces femmes, bien que nous sommes en fin de budget et nous préconisons, nous voulons faire un téléthon pour pouvoir prendre la suite des traitements des malades du cancer. Donc, nous allons accompagner les malades pour le reste du traitement parce que la chimiothérapie n'est qu'une partie du traitement en fonction du stade de la maladie. Depuis ce 1er octobre, la LISCA a enregistré plus d'1 millier de consultations pour dépister le cancer du sein. Chez certaines, une anomalie a été décelée et ont bénéficié d'une mammographie ou d'une échographie s'il s'agit de jeunes filles et puis orientées vers l'Institut du cancer. C'est tout pour Bonne Santé. Rendez-vous à très bientôt et d'ici là, je vous souhaite une excellente santé. Merci à vous, Nafissatou Silla. Place à la chronique du jour signée Mbaye Sidi Mbaye. Vendredi dernier, une image de Bangkok arrosée. La circulation presque entièrement animée de motocyclistes vêtus pour la saison. Impairs et gants en cuir, casque obligatoire, sous une pluie battante. La vitesse des engins conduits par les Thaïlandais est raisonnable. Du reste, le niveau important d'eau sur la chaussée
ne permet ni la vitesse excessive, ni la fantaisie. Nous ne pouvons pas ne pas remarquer la similitude du temps, ici au Sénégal et en Thaïlande cette fois. La nuit du mercredi au jeudi, la nature s'est déchaînée, des pluies et tornades inhabituelles, provoquant des dégâts à Dakar et même mort d'homme à Thiès. Le tiers-monde, il faut le reconnaître, vit très souvent des situations identiques face à la force des éléments. Des vents violents accompagnent des chutes de pluie diluviennes chargées de grondements de tonnerre rageurs. C'est quand même miracle quand un tel désordre, un tel encombrement d'objets volants, d'arbres qui chutent, de tonnes d'eau qui tombent au même moment et sur les mêmes espaces, cela ne se conclut pas par une véritable catastrophe. Doit-on pour autant maudire la pluie? Je suis sûr que non. Merci mon Dieu d'avoir arrosé le Sénégal et le Sahel à suffisance. Que cette bénédiction nous serve et nous préserve de la faim et des épreuves qu'engendre la sécheresse et la pauvreté. RFM, l'invité. L'invité, je vous le disais tout à l'heure, il s'agit de Khoureychi Thiam, ancien ministre de la Pêche sous Abdoulaye Wade. Il s'entretient ici avec Daouda Diouf. Nous sommes avec le maire Khoureychi Thiam, ancien ministre de la Pêche sous le régime libéral. Vous êtes aussi, je ne savais même pas, docteur d'État en sciences politiques. Monsieur le ministre, aujourd'hui, l'actualité et la libération de Khalifa Sall par Macky Sall par le biais d'une grâce présidentielle. D'abord, votre appréciation sur sa libération. Je vous remercie. J'applaudis des deux mains, comme tout le peuple sénégalais. Ça a été notre souhait de le voir sortir de prison. On parle d'amnistie dans l'affaire Khalifa Sall. Vous avez été député, vice-président à l'Assemblée nationale sous le régime libéral. Vous avez voté contre la loi Ezzan parce que simplement c'était une amnistie. Aujourd'hui, quelle lecture faites-vous d'une probable amnistie de Khalifa Sall? Je pense qu'il faut encourager le président Macky Sall et le soutenir dans sa volonté de décrisper la situation politique. Il s'est réconcilié avec son père Abdoulaye Wade. Nous pensons que très prochainement, Karim va revenir. Khalifa Sall, dans la foulée de la rencontre de la mosquée, dans cette foulée, Macky devrait pouvoir à la fois amnistier et Karim Wade et Khalifa Sall, s'il veut que la décrispation soit une réalité dans ce pays. Mais ils sont poursuivis aussi pour le détournement de deniers publics à coups de milliards. Vous pensez que les choses doivent s'arrêter comme ça? Personnellement, oui. Il faut un dépassement. Macky a été magnanime, il a été un très grand seigneur. Si jusqu'à présent il a accepté de les libérer, de laisser tomber toutes ces bagarres, je pense que ce n'est absolument pas nécessaire de continuer à poursuivre ces gens-là. L'amnistie va effacer toutes leurs fautes et toutes leurs peines. On vous a connu député, vice-président à l'Assemblée. Vous avez refusé l'amnistie de la loi Ezzan. Aujourd'hui, vous êtes pour une amnistie. Pourquoi? Mais c'est très simple. Ce qu'on nous proposait à l'Assemblée nationale, c'était sur une période trop longue, de 1984 à 2004. J'ai dit non. Et puis on avait mis du n'importe quoi dans ces projets de loi. Je n'étais pas d'accord. Mais là, c'est précis. Ce sont les Sénégalais qui veulent que ces deux-là soient amnistiés et leurs co-détenus. Macky Sall, les retrouvailles, le père a retrouvé son fils. Votre appréciation? Nous l'avions souhaité depuis très longtemps. Nous devons aider le président Macky Sall à reconstituer la grande famille libérale. Et il ne peut la reconstituer qu'avec Abdoulaye Wade. Je ne suis pas sectaire. Si nous voulons que le pays avance, le président Macky Sall doit pouvoir y mettre les sociodémocrates, ceux qui sont progressistes. Je prends le cas de l'AFP, je prends le cas de nos amis socialistes. Nous aurons une très grande famille, genre UMP, Union pour la majorité présidentielle. Ça a été fait en France et ça a permis à un président de gouverner sans difficulté. Je pense qu'ici au Sénégal, si le président Macky Sall décide de créer cette UMP très large, il pourrait puiser dans cette UMP des hommes et des femmes qui vont l'aider à développer le pays, qui vont l'aider à réaliser son vœu du PSE. Le Sénégal est un pays de talent.
Vous vous souvenez qu'en 1960, le Sénégal était premier un peu partout, dans tous les domaines. Tous les domaines, universitaires, de la santé, développement agricole, élevage. Mais aujourd'hui, regardez nos situations. Le Sénégal a ses talents, il faut aller les chercher, ils sont à l'extérieur. Ce sont nos fils, ce sont nos neveux qui, dans les grandes universités, dans les grandes institutions étrangères, à l'étranger, qui occupent les premières places. Ils sortent majors, ils créent des start-up. Pourquoi ne pas faire appel à ceux-là pour venir aider au développement de notre pays? Si le président le veut, il a cette possibilité-là. Il peut créer dans son cabinet un petit groupe de chasseurs de tête. Ils fouilleront, je dis fouilleront toute la planète pour retrouver ces têtes pensantes qui vont nous aider à sortir de la situation actuelle. Mais si je vous interroge en tant que docteur en sciences politiques, vous pensez que ça va être facile quand on voit que le président Macky Sall est à son dernier mandat? Est-ce que ça ne va pas poser d'abord la guerre de succession? Je ne le pense pas, parce que ceux qui viennent de l'extérieur pour l'aider, ou que l'on sorte ici, quelle que soit leur orientation politique, ils viennent pour le Sénégal, ils aiment le pays, ils ne se poseront pas tout de suite comme candidats, ils viennent pour que le Sénégal se développe, ils veulent qu'il y ait une paix sociale, et c'est cette paix sociale qui n'a pas de prix, qui va permettre à Macky Sall de développer le Sénégal, d'aller tranquillement à 2024 sans difficulté. Toutes les ressources qui apparaissent en ce moment, le pétrole, le gaz, mais à quoi ça va servir si ça ne développe pas le Sénégal? À côté du pétrole et du gaz, nous avons de l'uranium, nous avons du zircon, nous avons du fer, nous avons du marbre, mais ceci devrait nous permettre aujourd'hui d'occuper le premier rang sur le plan national. Et qu'est-ce qui empêche cela? Ça, je crois que c'est une question qu'il faut poser au président Macky Sall, à mon humble avis. Si on mettait l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, the right man in the right place at the right time, le Sénégal irait très très vite au devant des autres pays. Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, il est en train de penser à son successeur, quand on voit que beaucoup de ministères ont changé de patron, on a supprimé la primature? Je ne peux pas penser à la place du président Macky Sall. Je sais que c'est un homme magnanime, c'est un homme qui veut le développement du pays, c'est un homme généreux. À partir de ce moment-là, c'est lui qui va venir après lui, et encore, si ça doit arriver tout de suite. On a parlé de 2024. Ça ne peut pas être la préoccupation de Macky actuellement. Macky, son souci, c'est de développer le Sénégal dans la paix. C'est de réunir les Sénégalais et en faire une très grande famille. Ce qu'on a vu à Massalikul Djenal, mais il faut être béni pour avoir cela. Macky a la baraka. Quand les gens ont demandé pour qu'on le libère, il l'a libéré, Khalifa Sall. Quand Abdoulaye Wade a voulu la réconciliation, il y a eu la réconciliation. Il faut, je salue le Khalife général des Mourides qui a fait ce travail, qui y a aidé. Mais quand tout cela est réuni, mais on ne peut que remercier le bon Dieu, dire Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous sommes sur la voie d'un Sénégal apaisé, d'un Sénégal travailleur, d'un Sénégal qui va vers son développement. Parce que si nous réunissons tous les fils du Sénégal pour nous entendre, il n'y a pas de raison que nous ne réunissions pas. Il y a le Forum civil qui dit que même si Karim Wade doit rentrer, quand même, il doit au Trésor public plus d'une centaine de milliards et qu'il devrait d'abord régler cette dette avant donc de prétendre à se retourner au Sénégal. Ça, c'est la position du Forum civil, ce n'est pas ma position. Nous voulons la paix, nous voulons la tranquillité du Sénégal. Votons l'amnistie et on verra. Un bon candidat pour remplacer Macky Sall? Je ne le dis pas, mais ce sera dans l'intérêt des Sénégalais son retour. Parce que tout le monde sait qu'Abdoulaye Wade, si on parle de vérité, Abdoulaye Wade est le véritable chef de l'opposition. Il a été plébiscité à l'inauguration de la Grande Mosquée. Vous saluez vivement ces retrouvailles? Parfaitement. Vous avez été ministre de la Pêche. Avez-vous laissé au niveau de ce département qui aujourd'hui quand même contribue économiquement au développement du pays? Je vous remercie pour cette question. D'abord au niveau de la pêche. De 1960 à 2012, ce que nous avons versé au Trésor, aucun ministre de la Pêche ne l'a jamais versé. En 6 mois de pêche, 2 mois en 2010, 4 mois, fin 2011 et jusqu'au mois de mars 2012, nous avons versé 2 milliards 343 millions. Aucun ministre ne l'a jamais fait au Trésor public pour une pêche que nous avions autorisée par Abdoulaye Wade. En dehors de cela, nous avions eu des accords avec des voisins, des investisseurs étrangers. Le port de Ziguinchor, c'est nous qui avons assuré son développement. Nous avions obtenu avec les Néerlandais un financement de 23 milliards pour la reconstruction du port de Ziguinchor. Nous avions obtenu avec la Corée
la construction de 2 bateaux qui devaient nous permettre de relier Dakar à Ziguinchor. Ces bateaux ont été par la suite construits. Et en dehors de cela, nous nous sommes permis aussi de recruter d'autres personnes. Nous sommes allés en Mauritanie. Nous avons travaillé avec le gouvernement mauritanien. Nous avons obtenu plus de 300 autorisations, 300 licences de pêche. Ça nous a permis quand même, ça a permis aux Sénégalais, aux pêcheurs sénégalais, notamment aux pêcheurs saint-louisiens, d'aller pêcher dans les eaux mauritaniennes. Au niveau de la Guinée-Bissau, des Sénégalais qui avaient été pris, des pêcheurs sénégalais qui avaient été pris pour pêche illégale, ils étaient au total quelques 496 bloqués à Bissau. C'est moi qui les ai fait ramener, avec l'aide de Abdoulaye Wade, bien entendu, qui a mis à notre disposition une barge. Je suis allé négocier cela avec le gouvernement. Ils sont revenus au Sénégal. Je pense que nous avons laissé un bilan positif au niveau de ce ministère. Mais aujourd'hui, les relations sont difficiles entre la Mauritanie et le Sénégal. Pour vous, quelle est vraiment la solution? La solution, c'est de revoir les accords qui sont signés entre le Sénégal et la Mauritanie dans le domaine de la pêche. Signé par ce gouvernement ou le gouvernement d'Abdoulaye Wade? Ah non, c'est signé par ce gouvernement. Demandez aux pêcheurs saint-louisiens. C'est signé par ce gouvernement. Donc, il faut les revoir. Il faut revoir, corriger, défendre les intérêts des Sénégalais dans ces accords. Mais les Sénégalais vont pêcher en Mauritanie, donc ils ont plus de droits que nous. Qui a plus de droits? Les Mauritaniens? Ah oui, mais je suis d'accord avec vous, mais regardez les Mauritaniens au Sénégal. La plupart des boutiques sont entre les mains des Mauritaniens. Quand il manque d'herbe en Mauritanie, leurs chameaux, leurs troupeaux viennent en terre sénégalaise jusqu'à la hauteur de Louga. Pourtant, ils ne devraient pas arriver jusqu'à Louga. Mais nous fermons les yeux, nous les laissons. Donc, s'il s'agit de pêche, à partir de Saint-Louis, vous ne pouvez pas délimiter les eaux. La frontière maritime, vous ne pouvez pas. En 5 minutes, les pêcheurs de Saint-Louis sont en Mauritanie. Monsieur le maire, cette fois-ci, le président de la République vous reçoit ce jeudi pour parler du PSE avec les présidents de conseil départemental. Le PSE, quelles sont vos attentes à cette rencontre? Le PSE, si vous voulez, tout le programme du président est dans le PSE. Il va nous faire le point, probablement, puisque vous le parlez. Moi, je n'ai pas le programme de la réunion de jeudi. Il va nous faire le point. Il n'y a pas que ça. Il y a les élections locales. Peut-être qu'il va nous parler de cela. Je ne sais pas. Mais je suppose qu'il va nous parler des élections locales. Et à propos d'élections locales, à la prochaine compétition, moi, je ne serai pas candidat à la mairie. Vous vous retirez Non, ce n'est pas que je me retire. Je vais être un conseiller, tout simplement, mais je ne serai plus maire. Vous êtes maire à Maka-Koulibantang? Je suis le maire de Maka-Koulibantang, mais je ne serai plus le maire à la prochaine élection. Je serai un simple conseiller. Mon souhait est maintenant d'encadrer ceux qui sont plus jeunes que nous, les encadrer, conseiller, les pousser le plus loin possible. Quelle lecture faites-vous de cette bataille médiatique sur les 94 milliards entre Ousmane Sonko et Mamoud Diallo? Pour l'Assemblée nationale se réunit ce vendredi. Les gens pensent que cette affaire va être classée sans suite. Pour vous, est-ce normal ou bien la justice doit se saisir de cette affaire? Je ne vais pas devancer l'avis des députés et du président Moustapha Niasse. Ce que je peux déplorer seulement, c'est que ce sont certaines accusations. Quand on accuse, il faut des preuves. Quand vous n'avez pas de preuves, ça devient une diffusion de fausses nouvelles, de fake news. Ce n'est pas bon. Ça entraîne immédiatement une diffamation. Et c'est la justice qui se saisit de cette affaire. Je le déplore beaucoup. Nous sommes dans une période de décrispation. Ce n'était pas nécessaire d'en arriver là. M. Khoureyssi Thiam, maire, ancien ministre de la Pêche, docteur en sciences politiques, la RFM vous remercie.